Alors, le chômage est une réalité complexe. Commençons déjà par définir ce qu'est le chômage. Donc, c'est la situation des actifs qui sont privés d'activité professionnelle. Vous remarquerez que je n'ai pas parlé de salariés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une profession libérale peut être au chômage. À partir du moment où elle n'a plus d'activité et où elle va en rechercher une activement, ce qui suppose qu'elle va abandonner son statut de profession libérale. Pourquoi généralement considère-t-on que, par exemple, une profession libérale n'est pas au chômage, ne peut pas être au chômage? Eh bien parce que les professions libérales ne sont pas indemnisées du risque de perdre son revenu, contrairement aux salariés. Mais c'est pas parce qu'on n'est pas indemnisé qu'on n'est pas chômeur. Hein. Ça, c'est une grande confusion, donc je vous avertis tout de suite. Le chômeur n'est pas celui qui est indemnisé. Certains chômeurs sont indemnisés, ils ne sont que 60%. Il y a 40% des chômeurs français qui ne sont pas indemnisés. Donc on ne peut pas confondre le chômeur et le chômeur indemnisé. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc c'est la situation des actifs, qu'ils soient salariés ou non salariés, qui sont privés d'activité professionnelle et qui souhaitent en exercer une. Et dernière condition, non seulement ils le souhaitent, mais ils mettent les moyens nécessaires pour trouver une situation professionnelle. Autrement dit, ça suppose une activité de la part du demandeur d'emploi, une activité de recherche d'emploi. Alors vous comprenez déjà dans la définition comment on peut prouver que les gens sont dans une attitude active par rapport à l'emploi. On voit déjà tout le biais de cette définition. Parce qu'on peut faire semblant de chercher du travail aussi. Il ne suffit pas d'acheter le journal, de regarder les petites annonces ou de regarder Internet et d'envoyer 3 CV numériques pour trouver un emploi. Alors, ça veut dire quoi? Effectivement, chercher activement à occuper une situation. Donc, je vous révèle, si vous voulez, les ambiguïtés d'une telle définition. Mais on a bien les 3 critères. Donc, des personnes qui cherchent à travailler, qui n'ont pas d'emploi, et qui vont déployer les moyens nécessaires pour en obtenir. Voilà les 3 critères de la définition du chômeur. Alors maintenant, une définition que vous devez connaître aussi, parce qu'on en parle très souvent, le taux de chômage. Alors, je vous demande aussi de faire très très attention à ce type de définition, ça vous évitera un certain nombre de dérapages que l'on rencontre souvent dans les médias. Le taux de chômage, c'est la part des demandeurs d'emploi dans la population active. Ça suppose que l'on connaisse la définition de la population active. Alors, la population active, c'est les gens qui sont en âge et en capacité de travailler, qui travaillent effectivement, quel que soit leur statut, salarié ou non salarié. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les actifs occupés. Et on rajoute à ces actifs occupés précisément les chômeurs. Donc la population active, ce sont tous les actifs occupés, plus les chômeurs. Donc je mets en rapport le nombre de chômeurs sur un ensemble, actifs occupés plus population au chômage. Et c'est multiplié par 100, puisque c'est un taux, et c'est ça qui va me donner le taux de chômage. Ainsi, quand on dit il y a 25%, le taux de chômage des jeunes est de 25%. Il est un petit peu moins élevé aujourd'hui, mais c'est ce qu'il a été il y a quelques mois. Ça ne veut pas dire, donc je répète l'énoncé, un taux de chômage de 25% des jeunes. Ça ne veut pas dire qu'un jeune sur 4 soit au chômage. Ça veut dire un jeune actif sur 4 est au chômage. Ce qui n'est pas du tout la même chose, puisque généralement on prend des actifs de moins de 25 ans, ce sont les jeunes de moins de 25 ans auxquels on s'intéresse, dans ce cas-là. Dans les moins de 25 ans, plus de la moitié des individus ne sont pas en activité. Ils sont précisément étudiants. Donc, et ce ne sont pas des actifs, donc tous ces étudiants, évidemment, ne sont pas comptabilisés dans les statistiques du chômage. Donc quand on dit 25%, c'est 25% des actifs, qui est une catégorie totalement minoritaire parmi les jeunes. Donc peut-être, ça fait un jeune sur 10. Je n'ai pas fait le calcul, mais on est plus proche de la réalité. C'est peut-être un jeune sur 10
au chômage quand on a un taux de chômage de 25%. Hein, donc évitez de tomber dans ce genre d'erreur. Et encore une fois, les médias ne vous aideront pas, parce que souvent, moi j'entends beaucoup de confusion à propos de ça, et ce n'est pas très très clair. Donc part des demandeurs d'emploi dans la population active, hein, donc vous avez la formule développée, demandeurs d'emploi sur population active fois 100. Et petite précision que j'aurais pu vous marquer, mais que je vous redonne, attention, dans la population active, vous avez aussi les chômeurs. Hein, on distingue population active occupée et demandeurs d'emploi. Alors, le chômage, en fait, qu'est-ce que c'est ? C'est un déséquilibre sur le marché du travail, hein, de la même manière qu'on peut avoir de l'inflation ou on peut avoir une surproduction ou au contraire une pénurie sur le marché des biens et des services. Eh bien, dans le cas du marché du travail, ça s'appelle le chômage, le déséquilibre. Alors, comment interpréter ce déséquilibre ? Et là, le problème commence, en fait. Alors, déséquilibre, ça veut dire quoi, la situation de chômage ? Ça veut dire qu'il y a plus d'offreurs de travail que de demandeurs. Il y a plus d'offres de travail que de demandes. Hein, l'offre de travail provenant des individus. Donc tous les individus ne peuvent pas trouver un travail. Alors quand je dis il y a plus, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est l'offre de travail qui est excédentaire ou c'est la demande de travail qui est déficitaire ? Et la réponse, elle n'est pas évidente. Est-ce que c'est un surcroît de gens qui veulent du travail ? Et là, ça veut dire que c'est l'offre de travail qui est excédentaire. Ou est-ce que c'est les entreprises qui sont prises, par exemple, dans la crise économique et qui arrêtent totalement toute procédure d'embauche ? Et là, c'est la demande de travail qui est déficitaire. Hein ? Quand il y a un déséquilibre sur le marché du travail, je ne peux pas dire a priori, comme ça, si c'est à cause de l'offre ou si c'est à cause de la demande. C'est dommage parce que le traitement du problème ne va pas engager les mêmes solutions. Donc, est-il dû à une insuffisance de la demande de travail ou de l'offre de travail ? Hein, c'est le grand dilemme. Mais ça peut être aussi un problème de fonctionnement du marché du travail. Peut-être que le chômage est là parce que le marché du travail, c'est-à-dire les procédures d'ajustement entre l'offre et la demande, fonctionnent mal. On va voir, on verra un petit peu plus tard, c'est la théorie néoclassique du chômage. Donc voilà, je sais qu'il y a du chômage. Après, derrière, il n'est pas toujours facile d'en analyser les raisons. Et que probablement, insuffisance de l'offre, insuffisance de la demande, dysfonctionnement du marché du travail, probablement il y a un peu de tout ça. Dans quelle proportion ? Et c'est bien tout le problème. Alors, mauvais état de fonctionnement du marché du travail. On a dit sur un marché, le prix ajuste les quantités et des quantités offertes et demandées. Ok. Sur le marché du travail, bon, il y a trop de chômeurs, donc l'offre de travail est pléthorique par rapport à la demande de travail. Si le salaire baisse, alors la demande de travail va augmenter. Et donc, il y aura moins de chômeurs, voire plus de chômeurs. Vous avez compris que la baisse du salaire pouvait, théoriquement, entraîner un retour à l'équilibre sur le marché du travail. Si on s'en tient au mécanisme de marché traditionnel, voilà la conclusion à laquelle on aboutit. Le problème, c'est qu'il existe une rigidité à la baisse des salaires. Donc le salaire ne peut plus jouer son rôle d'ajustement. Il peut à la hausse, ça marche toujours, mais à la baisse, en dessous d'un certain niveau, il ne peut plus. Alors, d'aucuns vont me dire, heureusement, qu'on ne peut pas payer les gens en dessous d'un certain seuil, puisque c'est de ça dont il s'agit. Alors, le blocage dont je vous parle, c'est effectivement un seuil minimum que l'on reconnaît devoir verser à tous. Et ce seuil minimum, chacun sait que ça s'appelle le SMIC. Et on ne peut pas déroger à cette règle, puisque c'est un SMIC qui est défini au niveau horaire, pas au niveau mensuel. Donc, rigidité à la baisse du salaire. Mais ça peut être aussi un problème de transparence sur le marché du travail. On a vu les conditions de la concurrence parfaite. Eh bien, un marché, pour qu'il fonctionne bien, il faut qu'il y ait de la transparence. La transparence, c'est toujours relatif à l'information. Donc, il faut que les individus, les agents qui interviennent sur le marché du travail soient parfaitement informés.
il existe, toutes les études le confirment, ce qu'on appelle 70% d'offres d'emploi cachées. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ces offres d'emploi ne sont jamais publiées nulle part. Ni à Pôle emploi, ni sur Internet, ni dans la presse spécialisée, nulle part. Ce sont des offres d'emploi informelles dont on va avoir accès par des relations, par des amis, par les parents, par les réseaux de sociabilité. Bah tiens, dans mon entreprise, on parle de recruter un commercial. Ça ne te dit pas? Voilà comment, aujourd'hui, les jobs se créent et se pourvoient. Ça veut dire qu'il y a un problème de transparence. L'information, elle est donnée au compte-gouttes et tout le monde n'en bénéficie pas. Et c'est vraiment une réalité du marché du travail. C'est pour ça qu'on demande aux demandeurs d'emploi, généralement, de ne pas se contenter de répondre aux offres d'emploi, 30% du marché du travail, mais de faire des candidatures spontanées dans des entreprises ciblées parce qu'il y a un besoin qui n'a jamais été exprimé et c'est la lettre de motivation et la candidature de la personne qui peut-être va déclencher le processus de création de l'emploi. C'est exactement pour cette raison qu'on demande aux gens de faire des campagnes de candidature spontanées. Donc on a un problème de transparence. Ce serait beaucoup plus simple si les entreprises pouvaient communiquer parfaitement. Imaginez un réseau, un réseau social qui soit totalement dédié à l'emploi et que chaque demandeur d'emploi et chaque entreprise en permanence recevrait les uns des CV, les autres des propositions d'emploi. Ce serait quelque chose d'exceptionnel. Et là, on aurait une grande transparence sur le marché du travail. Bon, tel n'est pas le cas, même si, on doit l'avouer quand même, l'introduction des offres d'emploi sur Internet a permis, pas plus de transparence, mais en tous les cas, plus de fluidité sur le marché du travail. Alors, ça a beaucoup amélioré la situation. Alors, autre problème de mauvais fonctionnement du marché du travail, la rigidité liée aux procédures d'embauche et de licenciement. Alors là, ça fait référence à autre chose, ça fait référence au droit, au cadre légal. Effectivement, le travail est une catégorie qui est très encadrée juridiquement. En même temps, ça se comprend. D'abord, parce que 90% de la population est salariée, donc il y a quand même, ça intéresse un maximum de gens. Et puis, je vous rappelle que la relation de travail, le contrat salarial, repose sur une relation de subordination. Quand on est salarié, on est subordonné de son employeur. Donc, cette relation est déséquilibrée et exprime la domination de l'employeur sur le salarié. Il est évident que le droit est là pour remettre un peu d'équilibre ou pour borner la liberté de comportement et d'action de l'employeur vis-à-vis du salarié qu'il domine. Donc c'est une contrepartie, si vous voulez, de cette relation déséquilibrée. Mais du coup, ça fait que le travail est très contraint. Et quand il y a des contraintes sur une catégorie économique, évidemment, ça gêne le fonctionnement des marchés. Alors, procédure d'embauche et de licenciement, si c'est trop difficile d'embaucher quelqu'un, parce que derrière, il faut remplir 3000 dossiers en temps réel, faire 17 000 déclarations, être en contact avec 14 administrations, et j'en passe et des meilleurs, évidemment, ça peut dissuader un certain nombre de gens de recourir à l'embauche. Mais plus grave, c'est le licenciement. Si vous ne pouvez pas vous séparer facilement des individus que vous employez, eh bien, vous serez beaucoup plus réticent à les embaucher. C'est la théorie de la porte entrouverte. On pourrait considérer que le marché du travail n'a qu'une porte qui sert à l'entrée et à la sortie. Quand on entre sur le marché du travail, c'est qu'on devient chômeur. Quand on en sort, c'est qu'on retrouve un emploi. Si la porte est entrouverte, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il est difficile de licencier les gens. Donc la porte est entrouverte vers l'entrée sur le marché du travail. Les salariés sont bien protégés. Mais comme c'est la même porte, il va être très difficile de sortir du marché du travail. Donc, garantir plus de liberté en termes de licenciement aux entreprises, c'est peut-être, je dis bien peut-être, ce sont des hypothèses qui ont été en partie vérifiées, mais qu'on peut expérimenter, c'est permettre à plus de gens de retrouver du travail rapidement. C'est la très grande différence
entre le fonctionnement du marché du travail en Europe, en France en particulier, et aux États-Unis. Et donc, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis quand il y a une récession? Eh bien, on s'aperçoit que l'économie américaine détruit énormément d'emplois, beaucoup plus que l'économie française dans la même situation. Mais que derrière, eh bien, ces emplois sont tout de suite recréés dès le choc de la récession passée. En France, on va peu en perdre, mais on va plus en créer derrière. Et finalement, quand on fait le solde, eh bien, on s'aperçoit que les mécanismes du marché du travail américain sont beaucoup plus efficaces que nos propres mécanismes du marché du travail. Alors, évidemment, la différence, c'est que les Américains, ils ont mis des gens au chômage, et nous pas. Donc, en termes de conséquences sociales, il est évident que le système européen et français est bien plus performant que le système américain. On peut faire les deux. Ça s'appelle la flexicurité, qui a été testée dans les pays scandinaves, c'est-à-dire permettre le licenciement rapide des gens dès qu'ils sont en excédent, mais en même temps leur garantir derrière une super couverture sociale, notamment par rapport à l'indemnisation du chômage. Hein, on pourrait concilier effectivement flexibilité et sécurité sociale. Enfin, ce serait quelque chose d'important. Donc, en tous les cas, j'espère que vous avez bien compris, hein, tout ce qui va protéger le travail, et encore une fois, on est bien d'accord, il n'est pas la peine de discuter de cela, c'est nécessaire de protéger le travail, je vous ai bien expliqué pourquoi, mais certaines protections eh bien, vont freiner effectivement la dynamique d'embauche des entreprises. Donc, il vaudrait peut-être mieux les supprimer de manière à ce que les emplois soient plus facilement créés derrière.